face à l'histoire aux éditions Talendier, un livre événement dont on va parler dans quelques instants. À tout de suite. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Les violences conjugales sont inacceptables. Vous êtes victime ou témoin de violences conjugales? Noah Osez le dire est une ligne d'écoute anonyme, confidentielle et gratuite, ouverte du lundi au jeudi, de 10h à 16h au 01 47 07 39 55. En dehors de ces horaires, laissez-nous un message ou un mail à noahosezledire@hotmail.fr. Nous sommes là pour vous. Le 10-11 de Lise Gutmann vous est proposé avec le concours du Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Affaires publiques, Alexis Lacroix. Radio J. Bonjour Manuel Valls. Bonjour. Donc vous êtes ancien Premier ministre, évidemment, je vous ai présenté à l'instant, homme d'État franco-espagnol, vous avez eu de nombreuses fonctions au sein de la République française, mais aussi en Espagne. Le courage guidait leurs pas, 12 dessins face à l'histoire, c'est votre essai historique, mais qui est aussi évidemment une manière d'interroger le présent. Il est paru il y a un mois aux éditions Talendier. Actualité juive, on a d'ailleurs publié les bonnes feuilles. Il rencontre un écho très très large auprès du public, beaucoup d'intérêt. Vous en avez parlé dans de nombreux médias. Évidemment, c'est très intéressant. On va y venir dans un instant. Juste une question de contexte, puisque nous sommes dans un moment où la France subit des turbulences politiques, sociales très nombreuses. Il y a des tensions très nombreuses dans la société. Est-ce que le courage, en politique, parfois, c'est de prendre en conscience le risque de l'impopularité maximale, Manuel Valls ? Oui, souvent, c'est une définition du courage, c'est d'aller à contre-courant des opinions. Donc, évidemment, le général de Gaulle, quand il s'exprime le 18 juin 1940, et quand il parle aux Français, peu l'entendront, mais c'est une population atterrée, écrasée par la défaite, et qui sans doute à ce moment-là attend beaucoup du maréchal Pétain et ne comprend peut-être pas le message de courage, de résistance face à l'occupation de la part du général de Gaulle qui fonde à ce moment-là la France résistante. Le courage, c'est aussi écouter, cependant. Le courage, ça n'est pas la brutalité. Et moi, je m'inquiète du climat politique, de la crise démocratique, politique, civique, morale, appelons-la comme on veut. Crise qui, si on est équitable, traverse toutes les grandes démocraties. Et qui touche toutes les grandes démocraties, évidemment, mais qui est sans doute plus aiguë dans notre pays du fait de ses racines historiques, d'une forme de radicalité, de violence, d'un rapport qui existe au fond depuis 1789 entre la démocratie légitime, les institutions et en même temps le peuple dans la rue. Là, je ne parle pas de la foule, je parle du peuple. C'est comme ça que se construit la Révolution française de 1789. Bon, et puis nos propres institutions. Nous sommes un pays très centralisé qui attend tout, évidemment, du souverain, enfin en tout cas du président de la République. Et moi, je m'inquiète du climat, déjà avec cette crise politique, l'effondrement des grands partis, l'abstention massive aux élections locales, aux élections législatives. Je m'inquiète aussi du climat de violence. Et j'espère tout simplement, puisqu'on est dans cette journée où tout le monde attend la décision du Conseil constitutionnel, que l'on respectera la décision du Conseil constitutionnel, quelle qu'elle soit, qui est totalement indépendant, où j'entends parler de réforme, de remise en cause de la nomination des membres, comme si les cours suprêmes aux États-Unis ou en Espagne fonctionnaient bien. Non, nous, ça fonctionne plutôt bien. Le Conseil constitutionnel est garant des libertés fondamentales, et il faut le rappeler à votre antenne, il va statuer, il va décider en fonction du droit, et non pas du contexte politique.
politique. Il va dire si cette loi sur les retraites est conforme ou non à la Constitution. Nous verrons tout à l'heure à 18h, 18h30 probablement, hein, lorsque les sages jamais les Français n'auront été autant, éduqués, si je puis dire, à la Constitution. C'est bien. Beaucoup savent maintenant comment fonctionne le 49.3 ou notre Constitution. Cher Manuel Valls, donc nous vous recevons pour Le courage guider leur pas, une réflexion historique sur le courage, mais qui évidemment a des résonances dans l'actualité. Nous allons y venir dans un instant. Juste encore un mot de contexte politique. On a beaucoup dit ces derniers jours, les analystes politiques qui se trompent parfois, qu'Elisabeth Borne et Emmanuel Macron n'avaient pas la même vision de cette réforme et que Elisabeth Borne aurait souhaité davantage de tact, moins de brutalité. C'est vrai d'après vous ? Je n'en sais rien. Je vois mal des différences, surtout dans la conception des institutions de la part du président de la République et de son rapport avec ses premiers ministres, tel que nous le constatons depuis 2017. Je vois mal des différences. Il y a des différences de caractère, de position, bien évidemment, mais je crois qu'Elisabeth Borne a défendu cette réforme et notamment, après le 49.3, s'est opposée à la motion de censure. Alors, dans votre livre, vous faites une longue introduction passionnante, qui est évidemment personnelle aussi. Vous avez exercé de nombreuses responsabilités au sommet de l'État français, Premier ministre, naturellement, entre 2014 et 2016. Et donc, à ce titre, vous avez eu à prendre des décisions courageuses. Le courage, c'est une vertu morale, mais c'est aussi une vertu politique. Est-ce qu'on a peur quand on fait preuve de courage politique? On pense notamment, ici sur Radio J, on va le rappeler, à vos actions très nombreuses de lutte contre l'antisémitisme, contre le néo-antisémitisme. Est-ce qu'on est traversé par des moments de doute en se disant, et finalement, j'ai pas l'opinion avec moi, ça va être très difficile, je vais avoir des contestations, je vais réveiller les frondeurs, etc., etc. Vous me parlez de courage au moment où vous présentez ce livre que je signe sur le courage avec des personnages qui nous dépassent la stature historique. Bien sûr. Et je me sens évidemment tout petit face à ces géants N'exagérons rien. de l'histoire. C'est vrai que le courage, comme le disait Winston Churchill, est la première des qualités humaines parce que c'est celle qui garantit toutes les autres. Mais je le signale dans cette introduction, la philosophe Cynthia Fleury, que vous connaissez bien, souligne que le vrai courage ne passe pas par l'ignorance de la peur, mais par sa connaissance. Elle dit, entre le courage et la peur, il y a un rendez-vous secret. Ce serait quelque part une sorte de peur ou d'angoisse surmontée. Alors, elle parle évidemment du courage souvent physique, face à la mort, à la guerre, à la torture. Mais vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, le fondateur de la psychanalyse, que vous connaissez bien, Sigmund Freud, je crois que vous l'avez lu souvent, avait analysé les phobiques, les gens qui avaient des grandes angoisses dans la vie, et paradoxalement, au feu, ce sont souvent eux qui se sont révélés les plus valeureux. C'est paradoxal, vous voyez. Est-ce que ça ne révèle pas quelque chose de la nature du courage, justement? Oui, mais je ne suis pas étreint par des angoisses phobiques, mais je peux parfaitement comprendre cette analyse, évidemment, de Freud. En tout cas, il faut avoir connaissance de cette peur. Et donc, je n'éprouvais pas une peur physique, j'étais protégé, mais j'éprouvais une forme d'angoisse, de crainte quotidienne, parce que je pensais aux Français, pendant toute cette période de 2015-2016, qui pouvaient être victimes d'attentats, puisque nous avions des informations sur le fait que l'État islamique, à travers notre ennemi intérieur, ce qui pouvait frapper... tout particulièrement la France, on est bien d'accord. Et l'ennemi extérieur a ciblé la France, il y a eu des attentats, d'autres ont été évités, mais donc je vivais avec cette angoisse permanente. Mais cette angoisse, c'est vrai, elle vous donne une forme de force pour affronter les événements. Et ce dont je suis le plus fier de cette époque, c'est que les Français, nous y avons pris évidemment notre part avec François Hollande et Bernard Cazeneuve, les Français ont tenu bon et ont fait preuve de courage face au terrorisme. Alors, nous venons de poser le cadre de notre réflexion très stimulante sur le courage. Je rappelle, Le courage guider leur pas, c'est un livre passionnant, 12 destins face à l'histoire. Clémenceau, Louise Michel, Jean-Marie Djibaou, Camus, Malraux, Churchill, Charb, mais aussi, bien sûr, Volodymyr Zelensky, on va y venir dans un instant. On peut partager avec vous une réflexion vraiment métaphysique, quasiment, sur le courage. Ce matin, à Radio J, Manuel Valls. Au fond, on a le sentiment que souvent, dans l'histoire, on pense évidemment à votre chapitre frappant sur De Gaulle et Churchill, le courage, c'est aussi, pour un homme d'État, de se dire, au fond, les circonstances me sont extrêmement défavorables. La victoire de mon camp
ou de mon pays est extrêmement contre-intuitive, peu probable, mais je vais quand même me battre. Autrement dit, c'est De Gaulle en 40. C'est Churchill aussi lorsque il accueille De Gaulle à Londres. Est-ce que c'est pas ça l'essence du courage politique, au fond d'être minoritaire et de savoir qu'un jour, peut-être, on sera majoritaire, comme le disait De Gaulle dans ses mémoires avec Malraux, Les chaînes qu'on abat. Oui, c'est cela qui est extraordinaire. C'est-à-dire que, et moi je vois évidemment, l'histoire elle est faite d'économie, de rapports sociaux, de géographie. Sauf que pas seulement. De climat. Ouais, mais elle est faite aussi d'idées. Mais elle est faite d'idées et elle est faite voilà. par des hommes et par des femmes. Voilà. Et on peut se dire que si ces hommes et ces femmes n'avaient pas été présents à ce moment-là, peut-être que les choses auraient été différentes. Et je ne suis pas marxiste, et donc je pense que les hommes, l'être humain a un rôle tout à fait essentiel. Je le crois encore aujourd'hui, on nous dit que la politique est impuissante. Non, et c'est vrai que Clémenceau, en 1917, alors que la France est en train de perdre la guerre, j'ai voulu rappeler cette période parce qu'on l'a oublié, galvanise le pays, galvanise les poilus, réorganise l'armée et permet cette victoire, même si nos alliés britanniques et américains évidemment vont y contribuer. Et puis évidemment, les exemples que vous avez pris de Gaulle et Churchill sont parlants. Souvent, ces hommes ou ces femmes rencontrent l'événement. S'il n'y a pas 1940, Churchill aurait été un grand écrivain, un politique avec des mots extraordinaires, mais il n'aurait pas laissé une trace très importante. Et De Gaulle aurait été un grand l'histoire. Militaire maurassien, mais sans plus. Voilà, sans plus. Et Clémenceau aurait été l'homme de l'affaire Dreyfus, mais n'aurait pas été le père de la patrie. Donc il rencontre ces événements et malgré l'hostilité que vous évoquiez, il renverse les montagnes. Alors, votre passion pour le tigre prend le dessus dans notre conversation ce matin, cher Manuel Valls sur Radio J, c'est très bien. On ne fait jamais le tour de Clémenceau, écrivez-vous. Il est comme ces vieux meubles d'autrefois, ouvragés avec patience et minutie par des artisans de génie. On inspecte les rangements principaux, on néglige les ouvertures latérales et on oublie les tiroirs secrets. C'est quoi les tiroirs secrets de la vie, de la trajectoire intellectuelle et politique de Clémenceau, Manuel Valls? C'est un homme pétri de contradictions. Isolé, il le paiera d'ailleurs, parce qu'au lendemain de la guerre, il ne sera pas élu président de la République, il sera même battu par Deschanel, par son propre parti. Mais et c'est ça qui m'intéresse au fond. Il ne se trompe jamais, nous en avons souvent parlé, Alexis Lacroix, il ne se trompe jamais sur l'essentiel, ni sur l'analyse de la Commune, ni sur le colonialisme de la Troisième République, ni évidemment sur l'affaire Dreyfus. J'allais vous dire, quitte à en prendre plein la figure sur le moment, c'est-à-dire quand on se lance dans le combat de Dreyfusard, comme il l'a fait, en publiant notamment le J'accuse de Zola, c'est lui qui l'a publié, dans l'Aurore, qu'il dirigeait à l'époque, il était le directeur de la publication de l'Aurore. Évidemment, c'est contre-intuitif, c'est-à-dire la majorité des Français à l'époque, au fond, ne se soucie pas du sort du capitaine et pense qu'on en fait trop. Et lui-même a été battu à des élections législatives. Absolument. Donc il n'est plus qu'un homme de presse. Donc ça nous donne aussi un renseignement sur ce qu'est le courage politique en général. Absolument. J'aurais pu traiter de cette période, et d'ailleurs j'aurais pu faire un chapitre sur Peggy ou Lazare, qui ont été extrêmement courageux. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, face à ce qui semble être la majorité, et à la force du mensonge, puisque c'est un mensonge qui accuse Dreyfus d'être un traître à la patrie, ces hommes se révoltent. Et vous avez écrit un livre d'ailleurs sur ce sujet-là, qui était lumineux, parce que la lumière précisément de l'action de ces hommes, celle de Zola, celle de Clémenceau, de Peggy ou de Lazare, entraîne même ceux qui avaient douté au début comme Jaurès, et entraîne au fond tout le pays. C'est un moment fondateur de consolidation de la République. Alors vous l'avez dit, les majorités compactes, elles existent à chaque époque. C'est l'opinion dominante, la doxa, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que c'est pas les médias qui aujourd'hui en France sont les principaux vecteurs de la doxa? Et est-ce que c'est pas d'une certaine manière aussi contre les médias que l'homme d'État indépendant et non conformiste doit se battre à sa manière? La doxa à l'époque, celle de l'affaire Dreyfus, c'est Drummond. Bien sûr. C'est le succès de la France juive, une dizaine d'années avant, mais qui a écrasé littéralement l'opinion. Et puis de toute une presse, et puis d'une opinion qui a peur de mettre en cause l'armée, qui est censée préparer la revanche après la perte de l'Alsace et de la Moselle. Oui, il faut lutter contre cette foule portée par les médias, les réseaux sociaux, et essayer à chaque fois, au fond, c'est ça le courage, de trouver sa propre vérité. C'est ce parler vrai de Michel Rocard qui m'est cher, et que j'évoque aussi quand j'évoque la figure de Jean-Marie Djibaou. Et puis c'est de lutter d'une manière générale contre le
le fanatisme. Oui. Le fanatisme politique, le fanatisme religieux, la violence. C'est pour ça que j'ai commencé le livre. Je change peut-être le sens de notre conversation en évoquant les figures de Charb, le directeur de Charlie Hebdo, mais celle aussi moins connue de Sébastien Castillon, à travers une biographie merveilleuse de Stéphane Zweig. Mais voilà. Castillon, pour vos éditeurs, c'est un théologien protestant. Alors voilà, faut rappeler qui c'est. Qui affronte Calvin à Genève, deux Français, parce que Calvin décide la mise à mort d'un hérétique, je mets des guillemets, qui est Servet. Il le fait brûler d'ailleurs avec son livre. Et donc, il y a cette phrase incroyable de Castillon qui dit: tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme, tout simplement, je rajoute. Et donc, tout ça est écrit au XVIe siècle. Donc, ça montre que l'humanisme, qui va porter ensuite le siècle des Lumières, reste profondément ancré encore aujourd'hui. Ce lien entre Charb et Castillon, deux hommes de deux siècles différents, mais si proches en même temps, m'a fasciné. Alors, ce qui est quand même fascinant dans la galerie de portraits que vous avez choisi, vous venez d'évoquer Charb, Jean-Marie Djibaou aussi, bien sûr. On peut penser à Malraux. Il y a un très beau portrait de Malraux, de votre rapport aussi familial à Malraux, votre père, Xavier Valls, voilà, l'aimait beaucoup, etc. C'était une référence importante dans la famille. Mais il y a aussi un très beau portrait de Willy Brandt. On peut en dire un mot. Son geste d'agenouillement à Varsovie, historique, témoigne d'une idée, je crois, qui est au fond qui fait ciment entre tous ces hommes courageux. Ils avaient une certaine idée transcendante de leur pays, et donc ils étaient au-dessus des calculs politiques, mais ils étaient aussi au-dessus des bassesses historiques de leur nation. Est-ce que c'est pas ça l'homme courageux, l'homme d'État courageux? En général, il s'inscrit dans un écart, peut-être même dans un dissensus vis-à-vis du conformisme majoritaire de son pays, et j'allais dire, par son attitude historique, il exauce son pays au-dessus de lui-même, en quelque sorte, Manuel Valls. Mais que je ne vais pas rajouter de mots après ces mots si justes de votre part. Willy Brandt, ce chancelier allemand, et d'ailleurs c'est la... Il faut rappeler ce qu'il a fait. Hein, mais je vais le rappeler, c'est la couve du livre. Voilà. Il s'agenouille au fond comme un pénitent. Tout à fait. Devant le monument aux héros du ghetto de Varsovie. Voilà, donc il prend sur lui, en quelque sorte... Et il ne tient pas un discours. L'expiation des crimes nazis. Voilà, il dit: j'ai fait ce que font les hommes quand les mots leur manquent. C'est un geste spontané, il ne l'avait pas prévu. Et cet homme-là, qui lui a été très jeune un opposant farouche au nazisme, qui a été déchu de sa nationalité, qui a dû s'exiler en Norvège puis en Suède, qui est allé en Espagne pendant la guerre civile et qui en est revenu très anticommuniste parce qu'il a vu les exactions des bolcheviks, ce social-démocrate, tout à fait. Impeccable. Lui, il n'a pas demandé pardon, mais d'une certaine manière, par sa stature et son parcours impeccable, ce qui n'est pas le cas d'autres chanceliers, au-delà de leur qualité. C'est pas le cas d'Adenauer, par exemple, et des maires de Cologne pendant toute cette période. Lui, il expie, parce qu'il peut le faire, la faute du peuple allemand, parce qu'il considère que chacun a une part de responsabilité. Et c'est aussi une manière pour lui de dire, parce que ça sera l'homme de l'os politique, d'entamer ce dialogue avec l'Europe de l'Est, et notamment parce qu'il pense qu'un jour il faudra réunifier l'Allemagne. Donc alors, il a un aspect visionnaire incroyable. C'est passionnant, Manuel Valls. Nous sommes ensemble, nous parlons du courage en politique, notamment, bien sûr, le courage guidait leurs pas, un essai historique absolument passionnant paru aux éditions Talendier il y a maintenant à peu près un mois. Alors on va pas parler de tout malheureusement, le temps nous est limité. Un mot sur Volodymyr Zelensky. Vous partagez au fond l'analyse de notre ami Bernard-Henri Lévy, c'est la transformation d'une sorte de Coluche en un mélange de Reagan et de Churchill, c'est ça? Oui, c'est ce que dit Bernard-Henri Lévy. D'ailleurs, Bernard-Henri Lévy est courageux, lui. On le signale pas parce qu'il va, il va sur le terrain. Et Zelensky, que j'ai eu la chance de connaître, grâce à Bernard-Henri Lévy, il y a quelques années. Oui, c'est ça. C'est au fond un homme banal quelque part, du show business. Oui, du show business, et puis une forme de populisme médiatique. Il est critiqué parce qu'il ne fait pas ce qu'il devait faire après son élection, notamment lutter contre la corruption, et puis avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Il se révèle. Il est de ce point de vue-là Churchill d'une certaine manière. On verra ce que l'histoire dira. Mais déjà, en refusant l'exfiltration que lui proposaient les Américains de son pays, il incarne non seulement la résistance de son pays et le courage des Ukrainiens face aux Russes, mais il incarne la résistance de nos valeurs. Est-ce qu'il n'a pas eu tort, par exemple, de ne pas donner suite aux propositions de Naftali Bennett, Premier ministre israélien, qui souhaitait obtenir un cessez-le-feu au début de la guerre? Non, au contraire. Pourquoi il n'aurait pas eu tort? Mais parce qu'il fallait résister, parce qu'il ne fallait pas
accepter cette occupation, ce gel de l'occupation illégale, violente, barbare de la part des troupes de Vladimir Poutine. Et aujourd'hui, il incarne les valeurs européennes et cette confrontation entre la démocratie et le totalitarisme. Manuel Valls, vous êtes sur Radio J pendant encore quelques minutes. Vous êtes un grand homme d'État franco-espagnol. On va parler de l'Hispanidad dans un instant, justement. Il y a peut-être une figure, alors vous y faites allusion, mais qui aurait pu être développée dans ces 12 portraits. C'est Salvador Allende. Au fond, c'est une belle figure de courage. Il savait, Salvador Allende, qu'il était menacé physiquement. Il a tenu, et puis finalement, j'allais dire, l'irréversible est arrivé. Oui, Allende, Mandela aussi, oui. D'autres figures. Je me suis concentré sur les Européens au nom d'une certaine idée de la défense de notre civilisation européenne. Et je ne citerai pas devant vous Kundera ou Finkielkraut qui sur ce sujet-là ont écrit de très belles choses. Oui. Mais oui, ils sont nombreux. D'ailleurs, on pourrait ouvrir une collection aux éditions Talendier sur le courage. Les destins de courage. Les destins, oui. Et d'ailleurs, comme le livre va être traduit en espagnol, je dois y intégrer 2 chapitres supplémentaires avec des figures espagnoles. Alors dans le monde de l'Hispanidad, justement, quelles sont les figures de courage qui vous marquent le plus, Manuel Valls ? Je les évoque d'ailleurs dans mon introduction. Les héros, si je puis dire, de la transition espagnole, le roi Juan Carlos, le premier ministre Adolfo Suárez à l'époque, le communiste Santiago Carrillo, le socialiste Felipe González, qui permettront, alors qu'il y a un risque toujours de division, de revanche après la mort de Franco et après 40 ans de dictature, qui permettront la réconciliation. Celles qui aujourd'hui, à Barcelone notamment, s'opposent à cette lame de fond populiste, chavésienne, qui remet en cause, catalan. Qui remet en cause ce qu'ils appellent le régime de 78. Oui, c'est ça, voilà. Et l'autre figure, c'est une figure du siècle d'Erasme et de Castillon, c'est Charles Quint, ce grand empereur, mais évidemment, je choisis son retrait, l'abandon du pouvoir et son retrait personnel et volontaire dans le monastère de Yuste. Alors, il nous reste à peine une minute, sinon on va se faire engueuler par notre excellent réalisateur Serge Surpin, Manuel Valls. Disons, 45 secondes. Est-ce qu'on va vers une nouvelle recomposition politique ? C'est-à-dire, la fin du macronisme s'annonce. Certains, comme François Hollande, annoncent le retour de la social-démocracie, d'une droite aussi de gouvernement indépendante du macronisme. Vous en pensez quoi ? Je ne crois pas au retour, au pluriel. Et je pense que dans ce mouvement brownien et de dégagisme, il faut être très attentif. Il y a quelque chose. On est encore dans le moment dégagiste. Oui, et moi je pense qu'il y a quelque chose à laquelle je ne me résous pas. Je vais me demander quelques secondes. C'est la victoire annoncée de Marine Le Pen et du Rassemblement. Mais justement, est-ce que le meilleur moyen de l'empêcher, c'est pas qu'il y ait une gauche de gouvernement et une droite de gouvernement qui en tout cas, il faut qu'il y ait un républicanisme puissant et fort, progressiste bien évidemment. Vous allez prendre votre part à son aménagement. Intellectuellement, oui, bien évidemment. Politiquement, c'est autre chose. Mais on a besoin d'une alternative forte, mais nouvelle, et qui se réinvente sur l'économie, la fiscalité, qui soit claire sur l'immigration, la sécurité, qui soit évidemment claire aussi sur la question européenne. Donc nous avons besoin de ce point de vue-là d'un nouveau républicanisme. Alors vous êtes un ciment entre le monde ibérique et le monde français. Est-ce que l'Europe du Sud n'est pas un projet politique important auquel d'ailleurs de nombreux patrons pensent en France, on pense à Vincent Bolloré, etc. Est-ce que c'est pas un projet d'avenir, cette Europe du Sud qui ferait contrepoids, sans être dans l'hostilité, à l'Europe rhénane et à l'Europe allemande ? C'est moins l'affaire de l'Europe du Sud que l'affaire de toute l'Europe dans son rapport à la Méditerranée et à l'Afrique qui est le continent de demain, par sa démographie et par les enjeux politiques, religieux ou économiques de ce pays. Donc de ce continent. Donc c'est toute l'Europe qui doit repenser son rapport à la rive sud de la Méditerranée. Merci infiniment d'avoir fait un tour par Radio J, cher Manuel Valls. Il faut que vous reveniez, on n'a pas fait le tour de tout. Le courage, guidez leurs pas, 12 destins face à l'histoire. Avant que vous reveniez, on conseille toutes nos auditrices, tous nos auditeurs, il faut lire ce livre aux éditions Talendier. Un très bon Shabbat à vous, Manuel Valls. Merci beaucoup. Toute l'équipe de Radio J vous